Merci tout le monde. Désolé pour ces nombreuses minutes de retard, hein, parce que pour moi, même une seconde de retard est déjà une seconde de trop de retard. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes très ravis, encore une fois, de vous recevoir dans le cadre de ces après-midi de la tech. Série de panels que nous avons lancé depuis plus d'un an aujourd'hui et qui reçoit chaque mercredi à partir de 15 heures, heure de Dakar, l'essentiel des grands acteurs du numérique au Sénégal, dans notre diaspora. J'en profite pour faire un clin d'œil encore une fois à notre diaspora, ailleurs dans le monde, parce que pour nous, c'est important chaque fois de parler des grands sujets en lien avec la marche du numérique au Sénégal et ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, nous mettons sur la table une thématique qui nous semble essentielle, l'aménagement numérique du territoire. Je souligne bien aménagement numérique du territoire et je suis d'autant plus ravi que cet après-midi, nous avons le directeur général de l'agence qui porte justement cette thématique en charge, ne serait-ce que déjà par son appellation, Agence de l'aménagement numérique du territoire, plutôt Agence de l'aménagement du territoire, mais le numérique est bien sûr dedans, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas aujourd'hui conduire une politique sur terre sans pour autant parler de numérique. Ce serait même de la gêne en quelque sorte. Donc, on est très ravis d'avoir le directeur général de l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Mamadou Digo. Il sait qu'actuellement se prépare un gros atelier national sur l'aménagement numérique du territoire. J'ai voulu, même étant au courant, quand même insister, persister dans l'organisation de ce panel en attendant un peu le mois d'octobre, vers la fin du mois d'octobre, pour avoir ce panel parce que j'ai échangé avec les autorités du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, dont le ministre lui-même, Yankhoba Diattara, que je remercie pour sa disponibilité. Nous avons échangé très rapidement un peu sur cet atelier et je l'ai évidemment mis au courant du panel que nous organisons cet après-midi. Malheureusement, il a raison. Il m'a rappelé que en ce moment même, il doit se trouver au Palais de la République pour les besoins de ce Conseil des ministres avec le président Macky Sall qui tire souvent en longueur. Hein. On comprend très bien les affaires de la République qui se discutent entre quatre murs, forcément parce que c'est très sérieux, ça prend du temps. À côté de Mamadou Digo, directeur général de l'ANAT, vraiment que je remercie encore une fois pour sa présence. Pape Gorgui Touré, que je refuse de vous présenter parce que je ne veux pas paraître ridicule simplement. Pour la bonne et simple raison que vous le connaissez très bien, ancien cadre de Sonatel, au moment même où Sonatel ne s'appelait pas Sonatel, je veux dire au départ, ancien cadre à l'Union internationale de télécommunications et aujourd'hui, Pape Gorgui Touré, basé à Genève, d'où il nous parle encore une fois cet après-midi, président gérant du cabinet Tacticom. Wak Ndiaye est le coordonnateur technique de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Sûrement, il va nous parler de son surplus de fibres optiques et le monde rural en a besoin, Wak Ndiaye et les autres. On en parlait un peu plus tôt. À côté de Pape Gorgui Touré, de Mamadou Digo et de Wak Ndiaye, bien entendu, nous avons l'immense honneur de recevoir encore une fois Amadou Manel Fall. Amadou Manel Fall est le coordonnateur. Tout cela est compliqué. J'allais donner le titre officiel à Amadou, mais ça va me fatiguer. Disons, le coordonnateur du FD Sud, là c'est plus simple. Et le Fonds de développement du service universel des télécoms, parce que quand on parle de service universel des télécoms, on connaît très bien le rôle que Amadou Manel Fall et ses équipes ont effectivement par rapport à la problématique de cet après-midi. On devrait avoir l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et un opérateur, en l'occurrence Orange. Malheureusement, Orange n'a pas pu confirmer, même aux dernières nouvelles, ce matin déjà, malgré, bien entendu, et Pape Gorgui Touré peut en témoigner, un travail assez appréciable quand même, pour ne pas en dire plus, que l'opérateur historique est en train de faire actuellement au Sénégal à côté des autres opérateurs. Pour la RTP, nous devrions avoir Khadijatou Touredia, comme vous l'avez vu sur l'infographie, mais à la dernière minute, elle ne nous a pas donné cette occasion d'avoir, ou l'opportunité d'avoir un remplaçant du côté de la RTP. Elle nous a mis un peu devant le fait accompli à la dernière minute pour nous dire que finalement, elle ne pourra pas être du rendez-vous. Nous prenons acte, même si nous estimons que c'est une nouvelle pas du tout heureuse, parce que bien entendu, on connaît le rôle de la RTP en matière de régulation et en matière même de prospective. Hein, quand on parle d'aménagement numérique du territoire et de télécom plus généralement.
Mais je suis sûr qu'avant la fin de ce panel, que Montourando et Ami Ousmane Diaye prendra la parole ou quelqu'un d'autre. On en profite pour saluer le directeur général Abdouli, qui suit évidemment nos travaux et qui les appuie avec, bien sûr, chaque fois que ça le demande, un représentant de l'ARTP. Merci à tout le monde. Merci également au public toujours nombreux. Mamadou Digo, parce que votre agence porte déjà ce nom d'aménagement national du territoire. On va démarrer par vous. Peut-être une première question serait de vous demander un peu actuellement quel est le rapport que vous avez avec les acteurs du numérique? Parce que quand on parle d'aménagement, j'imagine évidemment que le numérique est au cœur. Bonjour Ousmane, merci de cette invitation. Permettez-moi aussi de saluer l'ensemble des participants à ce panel ou à ce forum, en fait, sur l'aménagement numérique du territoire. Je profite de l'occasion aussi pour saluer Manel, que je connais, avec qui j'ai eu à travailler au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, qui est une bonne personne que je respecte et j'estime énormément. Voilà, je voulais juste vous dire que l'aménagement du territoire intègre, même si on le dit ou bien si on ne le dit pas, l'aménagement du territoire intègre le numérique déjà. C'est la raison pour laquelle, dans le nouveau plan, quand on était en train d'élaborer le plan, on n'avait pas dit un plan national d'aménagement numérique ou autre. Nous avons juste dit un plan national d'aménagement et de développement territorial. Voilà, en sous-entendant le numérique derrière. Comme vous le savez, le Sénégal disposait d'un plan national d'aménagement du territoire qui n'était pas mis en œuvre, qui avait un défaut de mise en œuvre. C'est vrai que l'élaboration de l'ancien plan avait duré 20 ans. Ils ont terminé en 1997. Et 3 ans après, voilà, il y a eu une alternance, il y a eu énormément de choses qui sont passées. Du coup, le Sénégal n'avait pas eu la chance, en fait, de mettre en œuvre ce fameux plan, ce qui a occasionné des déséquilibres en termes d'organisation spatiale. Et ces déséquilibres ont entraîné ce que je nomme, moi, en grande partie, le fait que les gens sont venus habiter, la quasi-totalité des Sénégalais sont allés habiter dans des zones inondables non constructibles. Il y a eu aussi une forte ruée vers Dakar, un exode rural très fort. Les gens ont abandonné d'autres territoires pour venir à Dakar. Et aussi, comment dirais-je encore, les infrastructures, les services qu'on devait mettre à l'intérieur du pays, pour la plupart sont au niveau de Dakar. Et Dakar qui représente 0,28% du territoire national, qui abrite quasiment le quart de la population et 80% de l'activité économique, des infrastructures, des usines et autres. Et quand le président Macky Sall est arrivé, il a compris que nous sommes un pays qui a quand même une croissance démographique un peu forte. Il fallait faire ce qu'on appelle l'équilibre. C'est la raison pour laquelle il avait demandé à ce qu'on élabore un nouveau plan national d'aménagement du territoire, mais en y intégrant le développement territorial. L'aménagement du territoire, c'est organiser le territoire en mettant en place des infrastructures de gauche à droite pour essayer d'équilibrer un peu, mais aussi le développement territorial qui intègre le plan. Et le développement territorial, c'est le fait de vouloir en fait identifier l'ensemble des ressources de chaque territoire, d'essayer de les valoriser intelligemment, de les valoriser durablement pour que ces ressources territoriales portent ce territoire. D'où le fameux slogan, dirais-je en fait, de l'acte 3 de la décentralisation, des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Oui. Et dans ces territoires-là, et dans cette vision-là, il y a une intelligence
intelligence spatiale, une Oui. intelligence économique Oui. qui dit qu'en fait, il nous faut, par exemple, à Touba, il y a le Grand Magal, il faut exploiter le Magal, Oui. en faire une ressource territoriale, articulée avec d'autres ressources sur place pour faire de telle sorte que les habitants de Touba ne quittent plus Touba pour venir à Dakar. Le faire aussi à Matam, le faire à Kédougou, compte tenu de tout cela. Maintenant, pour faciliter tout ce travail, Oui. il faut obligatoirement, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut intégrer le numérique parce que le numérique aujourd'hui, comme je dirais, est l'essence ou le carburant de la voiture, en fait. Pour que les territoires marchent aujourd'hui, voilà, Oui. sont obligés de se connecter au monde, de se connecter à Dakar, de se connecter entre eux, de faire de telle sorte que nous, ce qu'on a préconisé dans le cadre de ce plan, ce n'est pas que la téléphonie ou l'Internet, mais c'est de façon globale comment faire pour interconnecter nos territoires, en fait. En réalité, c'est ça qui est dans le nouveau plan national d'aménagement et de développement territorial. Oui, justement, pour le volet numérique, si on peut s'y attarder un peu, monsieur le directeur général, qu'est-ce qui est prévu d'un point de vue digital par vos équipes? Qu'est-ce qui est prévu concrètement et rapidement, si possible? Non, nous avons tracé, en fait, la grande masse. Nous avons l'armature urbaine et à Dakar, il fallait, pour rééquilibrer le pays, le président avait dit qu'il ne fallait pas créer une seconde capitale, et il faut créer des métropoles d'équilibre. On a proposé 10 autres métropoles d'équilibre pour essayer de contrebalancer un peu Dakar. Mais sur le volet numérique par rapport à ces métropoles d'équilibre, j'ai entendu vous parliez tantôt de la fibre optique. Oui. Voilà, il fallait quasiment en fait amener la fibre optique un peu partout pour permettre en réalité à ces territoires de se connecter. Il y a les universités qu'on a proposées dans chaque métropole. Il y a les centres de formation que nous avons proposés dans les 45 départements. Oui. Il y a les ENO. Les espaces il y a aussi le fait que le président a dit, compte tenu des dynamiques démographiques, il faut anticiper par rapport aux dynamiques spatiales. Les articuler de telle sorte qu'on ait, par rapport moi, je parle de façon globale. Oui. Maintenant de façon ponctuelle, il y a les territoires qui vont exprimer leurs besoins dans les schémas communaux, par exemple, en ce qui concerne les communes, dans les schémas communaux d'aménagement et de développement territorial, en y intégrant la partie numérique aussi. Dans les départements aussi, il y a les schémas départementaux d'aménagement et de développement territorial des départements qui vont intégrer eux aussi leurs besoins en termes numériques. Maintenant, vous avez les opérateurs, c'est des opérateurs privés. L'État oriente, parle de la grande masse. Oui. Il y a l'ADIE qui est là en train de mettre en place un certain nombre d'infrastructures. Peut-être ils vont revenir sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, c'est de façon globale qu'on agit, qu'on réfléchit. Qu'on réfléchit en disant qu'il ne faut pas qu'on ait des déserts numériques ou bien qu'on ait en fait des zones blanches en réalité. Oui, mais ce qu'on ne comprend pas ou bien ce qu'on ne sait pas encore, monsieur le directeur général, Mamadou Djigo, DG de l'ANAT, est-ce qu'il y a un dialogue avec les acteurs du numérique? Parce qu'on a l'impression que d'un côté, on posera la question à Wakniaï dans un instant, que d'un côté, on a l'ADIE, de l'autre, on a l'ANAT, on a le ministère de l'économie numérique, sachant que l'ADIE est dedans.
Est-ce que tous ces acteurs-là dialoguent en réalité? On dialogue énormément. Je peux parler dans Non, le je veux cadre dire sur le terrain. Est-ce que sur le terrain, il y a une mutualisation? il y a une mutualisation. En réalité, Oui, il y a une distribution des rôles. oui. Chacun a un rôle à jouer. Maintenant, les complémentarités se font dans les dialogues. Oui. Si je donne l'exemple de l'ADIE, l'ADIE, dans le cadre du plan national géomatique, si je peux m'exprimer ainsi, l'ADIE assure la présidence, l'ANAD assure le secrétariat, ce qui fait que voilà, le dialogue est fait de façon permanente. Maintenant, vous savez, il y a une partie qui est privée. Il y a les opérateurs privés qui font que des fois, voilà, des fois, ça peut, par compte tenu des intérêts, je dirais des intérêts particuliers par rapport à l'État aussi. Oui. Là, il peut y avoir des billets, mais sinon, le Sénégal, quand même, fait énormément d'efforts, a fait beaucoup de pas par rapport à ses voisins, surtout nous qui échangeons. Vous le savez, hein, même dans le cadre du schéma d'aménagement, du schéma de développement de l'espace régional, l'ESDR de l'IEMOA, où il y a une grande partie d'aménagement numérique du territoire, nous avons tous pu constater que ce que fait le Sénégal, les autres pays ne l'ont pas encore en fait. Merci, merci Monsieur le Directeur Général. Naturellement, vous restez avec nous. Comme c'est votre première participation... Je ne peux pas rester, j'ai une autre réunion. Oui. J'avais voulu rester, mais j'ai une autre réunion qui ne va pas tarder à démarrer. Du coup, je tenais quand même à participer, à vous encourager, à vous dire que ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est une excellente chose pour le pays. Merci, merci. Parce que nous devons valoriser toutes les ressources que nous avons dans ce pays. Tout à fait. Et pour les valoriser, le numérique, en fait, occupe une place centrale. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Si jamais l'autre réunion est annulée, n'hésitez pas à, voilà, à revenir. N'hésitez pas à nous revenir. Hein? Elle ne sera pas annulée, peut-être je peux me connecter, je peux continuer à me connecter. Oui, et n'hésitez pas, vous pouvez rester connecté, n'hésitez pas à rebondir. Il y a beaucoup de choses qu'on devait dire, notamment en termes de gestion du territoire. Vous savez aujourd'hui, on devait parler de la loi d'orientation. Oui. Dans la loi, il y a même l'aménagement numérique dans la nouvelle loi. Il y a le visa de localisation. Aujourd'hui, en fait, pour localiser des terrains, des baux et autres, on est obligé de passer par là pour que les gens évitent les zones inondables non constructibles, les zones d'intérêt économique, les zones à risque et tout cela. C'est le numérique qui nous aide, en fait, même dans la délimitation des communes. Les coordonnées X et Y et tout ça, que nous avons intégré dans les nouveaux textes qu'il n'y avait pas auparavant. Quand vous voyez le découpage de Keur-Massar, la délimitation aujourd'hui du département de Keur-Massar, des communes de Sangalkam et de Bambilor, nous avons utilisé des coordonnées géographiques, des coordonnées GPS, en fait. Ce qui fait que nous utilisons aujourd'hui, nous sommes obligés de nous asseoir, en fait, c'est une bonne base numérique pour pouvoir faire le travail correctement, accompagner le pays vers des lendemains modernes, en fait. Vers l'émergence, comme vous dites, hein, vous dirigez. Oui, vers l'émergence, exactement. Sans l'aménagement numérique de notre territoire, point d'émergence. Point de développement. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. On va continuer un peu la distribution de la parole, mais comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, bien entendu, à nous revenir. Encore une fois, la problématique est très, très importante. Je suis pressé de voir du concret, mais comme c'est votre première participation, Pape Gorgui, je ferai preuve de beaucoup de gentillesse à l'égard de... Mais je vous enverrai, même si vous voulez, je vous enverrai même le film du PNADT, le film du plan. C'est vrai que si on avait le temps, on allait le partager en direct pour que tout le monde comprenne ce qui est prévu, territoire par territoire. En réalité, maintenant, compte tenu du temps, compte tenu de beaucoup d'éléments, voilà,
voilà, c'est quasiment impossible aujourd'hui, mais une prochaine fois, voilà. Néanmoins, je vous enverrai le film, en fait, pour que vous compreniez. Inch'Allah, monsieur le directeur général. Et n'hésitez pas, hein, si vous nous revenez au cours de ce panel, vous pouvez nous revenir avec ce film qu'on peut partager en direct ou à travers nos réseaux respectifs, même si, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'annonce un peu de ce panel, au Sénégal, il ne nous manque pas de politique, de plans et de toutes sortes d'idées. Mais souvent, c'est vraiment par le concret que l'on pêche souvent. Mais ce on plan, espère qu'avec vous, ça va aller très vite. Le nouveau plan, oui. Je ne parle pas que du point de vue numérique, mais le nouveau plan a été validé le 24 janvier 2020. Oui. La loi a été votée et promulguée et beaucoup d'infrastructures sont en train de sortir de terre du fait de ce plan. Maintenant, le Sénégal est tourné résolument vers la mise en œuvre de ce plan. Quand vous voyez les hôpitaux, par exemple l'hôpital de Kaffrine, qui a été inauguré récemment, l'hôpital de Touba, c'est des infrastructures qui découlent du nouveau plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Maintenant, il y a les ENO, il y a les centres de formation, il y a beaucoup d'autres éléments qui viendront participer à l'organisation intelligente du territoire national qui découle de ce plan. Je pense que les autorités ont compris. Oui. Ne serait-ce que quand on voit ce qui s'est passé avec les inondations, le président est décidé à ce que les Sénégalais n'aient plus la possibilité d'avoir un terrain sur une zone inondable non constructible. Et ça, c'est à partir du numérique, par exemple, à partir en fait des applications numériques que nous avons développées au niveau dans notre laboratoire au niveau de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, qui nous permet carrément de dire aux gens, vous n'avez pas de visa de localisation parce que cette zone, c'est une zone à risque. Vous ne pouvez pas habiter ici. On ne va pas vous délivrer un bail ou un titre foncier. Tout ça, c'est des éléments que l'État a eu à faire. C'est vrai que la vulgarisation, la communication, on n'a pas encore terminé. Oui. Je pense qu'on aura l'occasion de montrer à tous les Sénégalais ce qu'on a eu à faire depuis pour accompagner l'organisation spatiale de ce pays et le développement. Voilà. Merci DG. Avec plaisir. Moi, je vous promets déjà un panel spécial où vous nous reviendrez avec toutes ces réalisations et tous ces défis en perspective. Et puis, on va convier naturellement le public à suivre comme toujours et à participer. Et comme vous nous parlez de géomatique un peu dans ces plans, je renvoie un peu le public au panel que nous avions eu les semaines dernières, avec Dr Labali Touré de l'Université El Hadji Ibrahima Niasse, justement. Que je connais très bien. Que je connais très bien. Nous travaillons ensemble. Nous avons même eu à avoir nous sommes en train de préparer une convention de partenariat entre l'ANAD et l'Université El Hadji Ibrahima Niasse. Parce que la technologie que nous avons au niveau de l'ANAD, nous comptons la partager autant pour moi avec l'ensemble des Sénégalais. Parfait. En tout cas, bravo, hein, bravo. Je vois que vous avez des choses que nous devrions savoir, notamment le volet technologique. Je vois que vous êtes très en avance parce que j'allais vous poser la question de savoir est-ce qu'à l'ANAD, c'est juste des experts pour réfléchir ou bien vous avez les milliards aussi. Hein, mais je vois que vous avez les experts, les milliards et la technologie. Et c'est très bien comme ça déjà. Je vous rappellerai... Non, nous n'avons pas des milliards, mais nous avons des ingénieurs dans quasiment tous les domaines. Oui. Et nous avons aussi les outils de dernière génération qui nous permettent de faire correctement notre travail. Voilà. En tout cas, merci. Merci à vous. Je vous rappelle juste à la fin de ce panel pour voir un peu ce que nous pouvons faire pour le public autour un peu de vos réalisations. Mais merci à vous, Mamadou Djigo, c'est le directeur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Mais restez avec nous tant que c'est possible. Hein. Oui, je vais essayer. Je vais essayer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Wak Ndiaye est toujours avec nous, coordonnateur technique de l'ADE, l'Agence de l'informatique de l'État. Quand on parle de coordination technique, c'est dire que tout passe par vous, bien évidemment, une grosse responsabilité, j'imagine. Actuellement, est-ce que vous pourriez démarrer par nous dire, Wak Ndiaye, en réactivant votre micro au passage, ce que l'ADE a déjà fait en termes de réalisation numérique voilà, à travers un peu le pays? Merci beaucoup, Ousmane. Hein? Merci pour cette introduction. Hein?
très valeureuse, valeureuse pour moi. Donc, permettez-moi d'abord, hein, d'essayer, avant de parler des réalisations de l'ADE, de revenir un peu sur l'objectif, en fait, selon moi, quand on parle d'aménagement numérique du territoire. Je pense que c'est très important qu'on recadre la chose et que nous puissions voir exactement quel est l'objectif principal de ce chantier qui a démarré depuis plusieurs années et depuis 7, 8 ou 9 ans, 10 ans, et que nous devons revenir très rapidement sur l'objectif principal. Donc, je veux dire que l'objectif principal pour moi, en fait, c'est d'arriver, hein, d'offrir à chaque citoyen sénégalais une connexion très haut débit, quelle que soit sa position géographique sur l'ensemble des collectivités locales, territoriales du Sénégal, pour booster la créativité et la compétitivité dans le domaine du numérique. Je pense que c'est ça l'objectif principal. Et pour cela, on a l'habitude de mettre en avant l'aspect infrastructure. Moi, je dirais qu'il y a 3 aspects fondamentaux pour cette question. La première concerne les infrastructures. Le deuxième aspect concerne le très haut débit. Et le troisième aspect concerne l'usage. Parce qu'au finish, pourquoi on aménage numériquement? C'est pour que l'usager, qui est l'utilisateur final, puisse bénéficier des potentiels du numérique. C'est l'objectif principal, c'est ça. Que chaque Sénégalais puisse avoir une connexion très haut débit, quelle que soit sa position géographique sur le territoire national. Bon, pour parler des réalisations de l'ADI, sur le plan, je veux dire, infrastructure, avant d'aller sur le plan haut débit, nous savons très bien que l'ADI, depuis 2003-2005, a entamé un grand projet d'infrastructure qui avait permis, en tout cas entre 2003 et 2005, de mettre 30 km de fibre optique au niveau du centre-ville de Dakar. Et après, quelques années plus tard, 2 ans après, en 2008, nous avions quand même mis en place l'intranet gouvernemental avec 500 km de fibre optique, qui s'est d'ailleurs transformé en intranet administratif en connectant 7 régions du Sénégal. C'est à partir de 2012 que nous avons entamé une autre phase qui nous a permis quand même de déployer 975 km de fibre optique en connectant 12 régions et 12 départements au niveau du pays. À l'époque, bon, on avait fait le centre vers Kaolack, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Kolda. À partir de 2016, entre 2016 et 2017, nous avons déployé 2500 km de fibre optique en plus, ce qui nous a permis de prendre les 14 régions et 31 départements. Entre 2019 et de nos jours, avec le projet Smart Sénégal, avec 600 km de fibre optique, nous avons réussi à aujourd'hui mailler les grands axes du territoire, c'est-à-dire 14 régions et 45 départements. Et pour consolider le backbone et la partie FTTB, Fiber to the Building, nous avons un projet d'infrastructure passant avec 866 km de fibre optique qui nous a vraiment permis de boucler la boucle, en tout cas sur les grands axes et sur les 45 départements. Donc, ça veut dire tout simplement qu'au total, nous avons aujourd'hui presque 600 km de fibre optique avec plus de 2000 bâtiments administratifs connectés en fibre optique. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au niveau infrastructure, en tout cas au niveau fibre optique, il faut retenir, avant qu'on aille beaucoup plus dans le débat, l'ADE a mis en place une fibre de 12 paires
où aujourd'hui on n'utilise que quasiment deux paires, Oui. et que les 10 paires restantes aujourd'hui sont utilisables pour les autres opérateurs. Cela veut dire que nous avons une autoroute aujourd'hui à 12 voies, Oui. où les 2 voies sont utilisées et les autres voies sont quand même disponibles pour quand même booster le secteur de tout le monde. Donc, vous voyez déjà la capacité qui reste. Donc, ça, c'est au niveau infrastructure. L'autre point qui est très important, c'est que la mise en place de cette infrastructure a été accompagnée par un projet de très haut débit, parce que nous avions commencé avec un système de transmission en SDH avec une capacité de transmission de 40 gigas dans tout le réseau. Depuis 4-5 ans, nous avons aujourd'hui une capacité de transmission de 400 gigas bits par seconde. Donc, on est passé de 40 à 400 gigas. Wow. Donc, ce qui est quelque chose de très important très importante pour le très haut débit. Le troisième point concerne un peu les usages. Les usages aujourd'hui, vous savez que nous avons déployé pas mal d'applications qui permettent en tout cas à l'administration de pouvoir, partout dans le territoire national, d'utiliser ces applications innovantes comme la messagerie gouvernementale, où aujourd'hui nous avons plus de 10 000 utilisateurs sur cette plateforme et d'autres applications comme Teledac, etc., où on pourra revenir un peu plus tard. Donc voilà l'historique un peu pour ne pas être trop long. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur les autres aspects. Tout à fait, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, comment partager un peu cette infrastructure. Avant Pape Gorgui, Amadou Manel Fall, coordinateur du Fonds de développement du service universel des télécoms, peut-être ce qui a déjà été fait par vos équipes, Amadou, dans le cadre un peu de cet aménagement numérique. Est-ce qu'Amadou Manel nous entend? Alors, Amadou Manel qui est là, qui a désactivé et son micro et sa vidéo. Sinon, avant Amadou Manel, Pape Gorgui? Oui. Oui, Pape Gorgui, un regard un peu, sans vous poser une question précise, un regard sur ce qui a été dit et peut-être comment sortir un peu de là, parce qu'il y a de très bons plans, Wak Ndiaye nous parle de très belles réalisations, mais si on les écoute, on a l'impression qu'on est à Washington ou plutôt chez toi, à Genève. Alors que sur le terrain, ce n'est pas complètement ça. Moi, je suis de la campagne et je sais qu'il n'y a pas d'équité territoriale et sociale de ce point de vue. Oui, merci Ousmane. Je voudrais d'abord féliciter et remercier Wak Ndiaye et Mamadou Djigo. Oui. Je pense que Djigo a dit quelque chose de très, très important au départ, c'est que donc, en fait, l'aménagement du territoire est une activité globale. Et évidemment qu'il faut tenir compte donc, de la structure de la société dans son ensemble avant de s'engager. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas, me semble-t-il, et je pense qu'il en est très, très conscient, c'est que chaque direction ou chaque structure fasse son propre plan avec ses propres milliards, comme tu l'as dit, et se mettre donc à mettre des infrastructures sur le terrain. Et cela peut aboutir à disons, des créations de surcapacités qui sont très, très importantes là où le besoin, l'usage lui-même, donc n'est pas encore tout à fait délimité. Et c'est là où se pose réellement donc le problème. Je pense que vous m'avez présenté comme ancien du groupe Sonatel, Ousmane, certainement pour me donner une certaine légitimité donc, en la matière. Non, vous êtes déjà légitime, hein, Pape Gorgui. Parce que, oui,
Non, ce sont des questions qui sont très importantes. Tout à fait. On a tous, on aurait vraiment tous, si nous avions des milliards, donc sans limite, donc on mettrait partout donc de la fibre optique, on mettrait tout partout. Mais il y a un fait, ces choses qui sont mises à disposition ne sont pas gratuites parce que nous ne les fabriquons pas et elles ont un coût, des coûts qui sont des coûts très importants. Donc, l'opérateur qui doit investir avec l'idée que même s'il ne gagne pas d'argent, il n'en perdra pas. Ça me paraît essentiel. Donc, quand on est un opérateur, même opérateur public, parce que moi, j'ai été opérateur public avant d'être opérateur privé, on compte ses sous. Quand on doit investir, donc on optimise réellement parce que donc le financement ne tombe pas du ciel. Il faut bien trouver l'argent quelque part. Et en tout cas, de ce temps-là, on ne pouvait pas attendre le financement de l'État. Peut-être que l'État du Sénégal est devenu très riche, mais l'argent, il fallait absolument le trouver dans le réseau. Au mieux, on emprunte, mais on emprunte en remboursant avec des délais bien précis, etc. Donc, moi, je me suis occupé de beaucoup de choses, en fait, pour justement faire exactement les investissements qu'il faut au moment où il le faut, là où les gens en ont besoin et le plus rapidement possible. J'ai fait beaucoup d'ingénierie de réseau. J'ai même été directeur commercial. J'ai été directeur des affaires internationales pour pouvoir participer aux négociations et amener l'argent du trafic entrant pour financer donc, les réseaux. Je me souviens qu'à un moment donné, donc c'était en 1998, juste avant que je ne parte, l'ambassadeur des États-Unis avait appelé le Premier ministre Habib Thiam pour se plaindre de ce qu'il y a un énergumène là qui vient à l'UIT et qui ne semble pas épouser donc, les contours de la coopération américano-sénégalaise parce que donc, on se battait pour avoir l'argent. Et donc mon DG, j'étais en réunion internationale là-bas à Dakar, le DG m'a appelé en disant mais il y a l'ambassadeur des États-Unis, il y a le Premier ministre qui vient de m'appeler avec Thiam. Bon, j'ai dit donne-moi un quart d'heure, je te fais un rapport. Donc le rapport était très simple. Nous investissons 30 milliards de francs CFA tous les ans et le trafic entrant, la balance en notre faveur du trafic international nous rapporte 30 milliards. Donc moi, je me bats pour ça, pour pouvoir financer tout le réseau, les réalisations. Tout le monde parle de cette période, de ce qu'on appelle avec la croissance, etc. Mais nous, on a financé tout cela avec cet argent-là. Donc, on n'a pas des ressources infinies et donc il faut faire les choses. Si on a mis les fibres optiques à l'époque, il y a 25 ans, tout autour du Sénégal, pour mailler tous les trucs, c'est avec cet argent-là qu'on l'a fait, pour amener la fibre donc, tout le long du fleuve Sénégal. Et c'est très important, il me semble. Ce travail-là, je pense, doit être pris en compte. Les opérateurs, même privés, sont des agents de l'aménagement du territoire, sont des instruments de travail à la disposition des États, mais tout en respectant donc, les contraintes et les obligations d'un opérateur privé. Alors, par rapport à ce que Wak Ndiaye, donc, l'a dit, bon, disons que l'objectif ultime qui serait que chaque Sénégalais puisse disposer de haut débit, bon, on ne peut pas ne pas épouser cette idée-là, mais à condition que le Sénégalais, en ait besoin, puisse s'en servir, et deux, qu'on lui donne ce dont il a besoin et non pas plus que... Quand, par exemple, on me parle des surcapacités, sur une dizaine de fibres, il y en a 2 qui sont utilisées. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire l'inverse? Essayer de voir avec les opérateurs, là où ils investissent, ce qu'ils investissent. Bon, l'État peut avoir dans tous les États, dans tous les pays du monde, donc les États ont des infrastructures qui leur sont propres.
Bon, certaines sont sous-louées, donc des opérateurs. Oui. Ce sont les opérateurs qui investissent et l'État, ou même d'autres opérateurs qui ne sont pas des opérateurs publics, même des opérateurs privés. Et l'État loue les capacités dont il a besoin et l'opérateur assume ses responsabilités en matière d'exploitation et tout. Donc, tout ça pour insister sur le fait que les différents acteurs doivent être partie prenante de tout cela et que, disons, qu'on ne crée pas peut-être des ressources inutiles parce que, en la matière, l'argent manque. Malheureusement, en fait, c'est tout ce que l'on fait, en général, on le fait à l'intérieur des grandes villes. Le directeur de l'aménagement du territoire le disait à juste titre. Dakar, c'est 23% de la population sénégalaise. Et avant de parler d'économie numérique, il faut d'abord parler d'économie. Normalement, ici, là où je me trouve, c'est l'économie qui suit la population. C'est-à-dire, donc, en fait, les gens sont là où ils sont et on génère là-bas. Donc, les projets, l'industrie, les investissements qu'il faut pour pouvoir faire travailler, satisfaire donc, les besoins de la population. Et évidemment, donc, on ne peut jamais faire cela sans télécommunications. Les télécoms sont un moyen d'accomplir, c'est un instrument de travail. L'objectif n'est pas d'avoir les télécommunications, l'objectif est de se servir de télécommunications pour pouvoir faire autre chose. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, au Sénégal, et le directeur l'a dit, c'est, pour ainsi dire, la population qui s'époumonne derrière l'économie. L'exode rural, il l'a dit. C'est-à-dire que donc, dans les zones rurales, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à trouver donc de quoi faire. Je n'ai aucune sorte de mépris pour l'agriculture et tout le reste. Je suis moi-même un Bambéois au cœur du Baol. Et donc, je sais ce que c'est. Quand je sortais donc de mon école primaire à l'époque, j'allais au champ pour semer ou bien pour cultiver, pour récolter. J'ai l'impression qu'il y a un problème de son. Est-ce que tu m'entends? On vous entend très bien. OK, parfait. Donc, mais si on considère, et ça encore, c'est l'excellente statistique vraiment de l'Agence nationale de statistique et de la démographie, quand on a 57% d'illettrés qui correspondent peu ou prou aux 54% de ruralité que nous avons par rapport donc, aux 40 et quelques pourcents quand on a ça, bah, l'essentiel de l'économie est informel. Et une économie informelle pousse les populations vers les grandes agglomérations. Et donc, je pense que, enfin, probablement dans la documentation que le président de l'ANAT va envoyer, le DG de l'ANAT, bon, on aura le volet très important qui est un volet refonte du système éducatif. Je ne parle pas de télécom, je parle d'économie. Donc, l'aménagement du territoire, c'est pour réellement faire en sorte que l'économie soit partout. Si les 57% d'illettrés ne passent pas à zéro, on ne sera jamais comme l'Estonie. En Estonie, il n'y a pas d'illettrisme. Donc, toute la population peut accéder à l'ensemble des applications donc, auxquelles on peut imaginer, auxquelles on peut penser. Et ceci fait que donc, les capacités qui sont mises en place et par les autorités publiques et par les entreprises trouvent preneur tout de suite. Mais le problème que nous avons, pas seulement au Sénégal, malheureusement, mais si vous regardez donc les pays les moins bien classés, le Sénégal, en matière de développement humain, je pense qu'il est au 214e rang. Mais il y a beaucoup moins bien classés que nous. Bon, mais si vous voyez, regardez, c'est pratiquement tous des pays qui ne maîtrisent pas concrètement donc, le système éducatif. Je pense que la refonte du système éducatif devrait être un élément
important du plan d'aménagement du territoire vu de façon globale. Et tous les autres, donc maintenant, doivent converger en tenant compte de cela. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais bon, peut-être que je ne vais pas être beaucoup trop long à ce stade-là et m'en limiter là. Mais vraiment, pour me résumer, bon, la tendance me paraît bonne, mais il faut simplement que, donc, en fait, qu'on identifie les acteurs et que chacun puisse agir donc, dans son domaine en tenant compte de l'existence des autres acteurs et ne pas décupler ou démultiplier inutilement donc les efforts parce que les ressources, elles sont rares. Elles sont rares, donc toute redondance infrastructurelle serait un luxe qu'on pourrait se permettre. Merci Pape Gorgui. Naturellement, vous allez rebondir au fur et à mesure. Est-ce que cette fois, c'est bon pour Manel Fall? Oui, voilà, Ousmane, Manel, je vous entends et je vous reçois très bien. Désolé. C'est très bien. Il ne faudrait pas quand même que le FDSUD qui a un fonds pour nous connecter ne puisse pas se connecter. D'ailleurs, ça me permet de vous taquiner en même temps de vous poser une question, Manel. Est-ce que finalement, vous n'avez pas une mission un peu ingrate? Parce qu'on va dire, les opérateurs vont dire, écoutez, pour les zones que nous ne pouvons couvrir, écoutez, de toute façon, voilà quoi, on a quand même libéré un certain montant pour le FDSUD. Est-ce que ce n'est pas une mission un peu ingrate de ce point de vue? Oui, mais... Alors, on va désactiver l'un des... Non, mais je préfère quitter celui-là. Allons-y. Allô, Ousmane, vous m'entendez? Oui, Manel, on vous entend très bien. Voilà, je préfère me connecter avec mon portable parce que je ne sais pas ce qui se passe avec l'ordinateur fixe. J'ai quelques soucis. Oui, est-ce que c'est une question ingrate? Je ne sais pas, mais en tout cas... la mission plutôt, la mission. Oui, enfin, vous avez posé une question par rapport au sentiment des opérateurs quant à leur contribution au fonds, c'est ce que j'ai retenu, donc je vais directement revenir dessus. Avant tout, je voudrais, politesse oblige, saluer l'assistance, saluer Pape Gorgui Touré, Wak Ndiaye, le DG de l'ANAT, Mamadou Digo, que je remercie au passage pour toute l'assistance qu'il nous apporte. On a déjà eu à faire recours au service de l'ANAT dans le cadre de... très rapidement, je pense que la perception que les opérateurs ont généralement des fonds de service universel, ce n'est pas un cas qui est propre au Sénégal, mais c'est généralement des remarques qui sont partagées un peu partout. C'est que il se pose un peu la question de l'utilité des fonds de service universel. Moi, je note pour ma part très simplement que les opérateurs ont des obligations de couverture dans leur cahier de charges et que par rapport à la mission qui leur est donnée ou par rapport à la délégation de services dont ils sont dépositaires, il reste encore des poches et pour lesquelles l'État s'intéresse très fortement à résorber donc ces poches-là. Et à ce titre, le fonds est juste un instrument pour permettre de résorber ce gap qui existe. Mais les obligations de couverture contenues dans le cahier des charges des opérateurs, dans un monde idéal, devraient nous amener à une couverture optimum, ou du moins sans zone blanche. On le constat est qu'aujourd'hui, les zones blanches dans le pays sont nombreux et qu'il faudrait mettre à contribution ces fonds, justement pour coller également avec la politique d'aménagement numérique du territoire. Donc, oui, si d'un côté, les opérateurs estiment que les fonds ne jouent pas leur rôle, d'un autre côté, les fonds ont besoin des ressources des opérateurs pour mener à bien leur mission. Tout à fait, mais pour préciser un peu, je n'ai pas dit que les opérateurs le soutiennent, je dis que les opérateurs doivent couvrir l'ensemble du territoire, c'est qu'ils ne sont pas obligés pour la totalité du territoire, si je me trompe, on peut me corriger. Je dis donc qu'à partir de ce moment-là, s'il y a par exemple des choses à améliorer, les opérateurs peuvent toujours dire, nous avons fait notre travail, pour le reste, nous avons cotisé et donc c'est au FDSUD de faire le reste. Est-ce que de ce point de vue-là, ce n'est pas une mission un peu difficile? Présenter comme ça, la question est un peu difficile.
Mais disons simplement qu'effectivement, le Fonds de développement des services universels des télécoms a une mission et un rôle à jouer dans la résorption du déficit de couverture. C'est un fait indéniable. Maintenant, comment on le fait? Oui. Nous estimons au niveau du FD Sud qu'il faut le faire avec les opérateurs économiques qui sont dans le secteur. Donc, il faut le faire avec l'écosystème et en particulier avec les opérateurs. Donc, aujourd'hui, nous utilisons les ressources du fonds pour permettre aux opérateurs de se déployer dans les zones non couvertes, jugées, entre guillemets, économiquement non rentables. Parce qu'en réalité, partout où il y a des clients, les opérateurs sont friands de clients, ils ont envie d'y aller. S'ils n'y vont pas, c'est que peut-être il y a une question économique qui empêche le déploiement de ces infrastructures. Et pour résorber ce déficit économique, effectivement, je pense qu'il est utile d'utiliser le fonds comme levier pour prendre en tout cas en charge la partie non rentable des investissements qui seront faits par les opérateurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire. Nous avons identifié environ 1500 zones blanches pour lesquelles il est nécessaire d'avoir de nouvelles dessertes qui vont permettre le déploiement des infrastructures des opérateurs. Nous n'avons pas pour vocation de construire des infrastructures, mais d'accompagner le déploiement de ces infrastructures-là avec les opérateurs et d'intervenir sur la partie non rentable de ces investissements. Et donc, pour permettre finalement que les services de communication soient accessibles à nos concitoyens. C'est un peu l'option et le pari qu'on a fait. Dans le passé, il faut dire que le fonds a eu à tenter une première expérience, c'est celle d'aller vers un opérateur de services universels dans la zone nord du pays, notamment avec le CSU, qui est l'opérateur qui exploite la marque Ayo. Bon, le bilan quant à Ayo est un peu mitigé. Maintenant, en dehors de la zone nord, nous avons la zone centre, le bassin arachidier et le sud, dans lequel nous avons d'énormes déficits de couverture et sur lequel il faut aller sans doute vers un déploiement efficient. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas du projet P2AU, qui est le projet pilote d'aménagement des zones de services universels, sur lequel déjà 255 localités ont été identifiées, pour lequel on a un engagement de partenariat avec les opérateurs, notamment avec Orange, avec Ayo, avec Expresso et avec Free. Et au-delà de la période comment dire, quelques soucis avec au-delà de la période de test, donc à ce niveau-là, évidemment, vont être couverts par ces opérateurs. Parfait, Manel. Avant, peut-être une autre question de ma part. Il y a cette interpellation de Seyni Malam Fati, ancien de la RTP, donc bien au fait de ces questions d'aménagement numérique. Il dit le problème des opérateurs est de cotiser pour un fonds, mais ne savent pas comment est utilisé l'argent déjà collecté. Il faudrait plus de transparence dans la gestion et surtout de l'argent de ce fonds qui reste dans le secteur. Que l'argent du FD Sud reste dans le secteur numérique. Vous avez des assurances pour lui, pour le public? Oui, bien sûr. Je pense que le FD Sud a fait sa mue, notamment depuis l'adoption du décret 2019-593. Je pense que le premier gage de transparence que nous avons donné aux opérateurs, c'est que nous avons sélectionné un cabinet par appel d'offres, en l'occurrence le cabinet Deloitte, qui a procédé à la certification de nos comptes. Et il y a l'autorité gouvernementale qui a mis en place, en même temps que l'unité de coordination et de gestion du fonds, un comité d'orientation stratégique dans lequel siègent les opérateurs, les consommateurs et divers intervenants, donc le secteur privé avec optique, etc. Et nous avons étalé en toute transparence les comptes du FD Sud. C'est une première au niveau du fonds, mais c'est un gage de transparence sur l'utilisation du fonds. La deuxième chose, c'est que nous avons engagé les opérateurs dans des processus. Le PAU et le P2AU dont je parle a connu son premier comité de pilotage présidé par le ministère, dans lequel il y a également des opérateurs. Et un engagement ferme que le fonds soit utilisé, en tout cas pour les besoins de couverture,
comme levier de contribution sur les activités non rentables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, rien que le plan stratégique que nous avons mis en place et dans lequel l'ensemble des opérateurs ont été consultés, le régulateur a été consulté, vraiment, tout l'écosystème a été consulté et qui a fait l'objet d'une validation. Aujourd'hui, je pense que en ce qui concerne le fonds dans sa dynamique nouvelle, l'utilisation des fonds, ce genre de questions, en tout cas, on essaye de faire en sorte que ce soit des questions anciennes. On ne peut pas nier que dans le passé, le fonds a été utilisé pour financer le plan TACL, par exemple. Et que, par conséquent, l'argent allait ailleurs que dans les besoins du secteur. C'est une réalité dont on a tenu compte. Et je pense que l'autorité gouvernementale en a tenu compte à travers les nouvelles missions qu'elle a assignées au FDSUD. Et aujourd'hui, ça se traduit très honnêtement et très sincèrement par une collaboration franche et étroite entre les opérateurs, l'autorité gouvernementale, le ministère et le régulateur notamment, sur énormément de questions. Vous savez, au-delà même de l'utilisation des ressources du fonds, il y a des questions éminemment importantes sur l'efficience du déploiement des infrastructures. Je pense qu'aujourd'hui, à côté du réseau fibre optique de Orange, on a celui d'Expresso, il y a celui de l'ADE, on en a parlé. Senelec dispose également d'infrastructures, on a tendance à oublier. Mais pour avoir une vision assez claire et assez cohérente de ce qu'il faut faire, nous avons pensé, par exemple, qu'il était nécessaire d'avoir un outil de planification ou en tout cas d'aide à la décision en ce qui concerne l'aménagement justement numérique et le déploiement des infrastructures à faire. Donc, pour la première fois, on a lancé un appel d'offres pour la mise en place d'un SIG, un système d'information géographique qui cartographie les infrastructures de télécommunications en particulier, qui sera mis en exploitation chez le régulateur. Et je pense que cet outil nous aidera vraiment dans la planification et le déploiement des infrastructures pour une couverture optimale. Dans le cadre du projet d'aménagement de couverture des zones de services universels dont on a parlé, nous avons réussi, je peux le dire assez modestement, un tour de force. C'est de mettre autour de la table les opérateurs, qui soient les opérateurs de télécommunications traditionnels, les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs exploitant des infrastructures alternatives. Donc, on a mis la Senelec, l'ADIE, Free, Orange Expresso, le régulateur, tout le monde autour de la table, pour discuter de ce qu'il convient de faire et de la meilleure façon. Évidemment, ça remet en question des questions essentielles. Hein. C'est celui du partage des infrastructures, c'est celui de la mutualisation, qui sont des éléments clés, et notamment également celui du roaming national. Je pense que si aujourd'hui, au-delà du déploiement d'infrastructures, on veut avoir des infrastructures et des services au bout qui sont des services abordables pour nos populations, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une optimisation et d'une exploitation rationnelle des ressources et des investissements à faire dans le secteur. Et dans ce sens, le fonds essaie de servir de courroie ou en tout cas de trait d'union entre ces différents acteurs et affiche clairement une volonté d'utiliser 80% de ces ressources pour les besoins de développement du secteur. Donc aujourd'hui, c'est là où on en est et il y a un engagement des parties prenantes sur ces différents projets que nous avons sur la table et qui, en tout cas dans sa phase de mise en œuvre, donne des résultats déjà appréciables. C'est excellent. En tout cas, bonne suite pour ce qui est à venir. Peut-être une question rapide, hein, Manel, avant de refaire un autre tour de table. On salue le retour parmi nous du directeur général de l'ANAT, Mamoudou Djigo. Actuellement, comment se fait le choix des bénéficiaires dans le cadre de vos interventions? Très rapidement. Nos bénéficiaires, à quel niveau? Quand je parle de bénéficiaires, je veux dire quand vous devez intervenir dans une zone donnée pour faire quelques corrections infrastructurelles. Le choix de cette zone-là se fait comment? Répond à quels critères? OK. Nous sommes partis d'un constat. C'est-à-dire pour déterminer d'abord ce qui était une zone blanche, nous avons estimé que toutes les zones où le taux de couverture outdoor
était inférieur à 50%, ces localités devaient rentrer dans les critères d'appréciation des zones blanches. Maintenant, si on peut utiliser d'autres critères, hein, comme ceux du haut débit qu'il faut impérativement avoir. Mais encore une fois, les capacités retenues comme étant du haut débit peuvent changer d'un pays à l'autre. Mais nous avons voulu tout simplement aller sur des appréciations qui pouvaient être communément partagées. Et nous avons estimé que quant à la perception de l'usager qu'il a des services de télécommunication, hein, s'il a une couverture outdoor qui n'est pas suffisante, il a le sentiment d'avoir une dégradation de la qualité de service qui lui est donné. Ça peut être une absence totale de réseau jusqu'à des coupures, etc. Bon, bref. Mais au moins, c'est un principe qui a été mis sur la table et sur lequel l'ensemble des parties prenantes s'est retrouvé. Donc, les opérateurs et le régulateur y compris. Donc, sur cette base-là, nous avons déterminé les zones, mais au-delà de ce que nous avons fait, nous avons mis différents comités. On a un comité technique dans lequel il y a un représentant de chaque opérateur, du ministère, du régulateur, etc., pour déterminer techniquement quelles étaient les méthodes d'intervention dans ces zones-là. Parmi les méthodes, il y a un choix qui est apparu important, c'est d'avoir un Open RAN qui soit partagé par l'ensemble des opérateurs. Toujours pour des questions d'optimisation et de coût au niveau des CAPEX. Mais au-delà de ces critères, on en a retenu un bon nombre. Le comité technique a rendu ses travaux au comité de pilotage dans lequel siègent les directeurs des différents opérateurs, le régulateur, le ministère, etc. Et ceci a été approuvé. Donc, tout comme la liste des sites retenus pour cette intervention sur la période 2021-2024, pour le déploiement des nouvelles dessertes, etc. Et au bout, on va avoir un arrêté ministériel qui va effectivement consacrer la zone et l'affectation des différentes dessertes. Et à partir de ce moment-là, les opérateurs vont intervenir. Maintenant, sur l'intervention financière du fonds, nous comptons, après évaluation d'un cabinet neutre et indépendant, déterminer les montants qu'il est important que le FDSU prenne en charge, car estimé comme étant une partie non rentable de cette activité de départ. Voilà. Merci beaucoup Amadou Manel Fall, coordinateur du FDSUD, hein, parce que l'FDSUD est au cœur, bien entendu, de ce panel, le dernier un peu du mois de septembre, concernant l'aménagement numérique du territoire. Wak Ndiaye, je vérifie s'il est toujours là techniquement. Wak Ndiaye, alors pour la suite, je veux dire, pour ce qui est de la mutualisation du partage d'infrastructures, vous vous y prenez comment avec vos 10 PR en surplus? Allô? Oui, Wak Ndiaye, re-bienvenue. D'accord, ok. Bon, je suis toujours là. En fait, effectivement, donc j'ai pris un peu tout à l'heure le temps d'expliquer un peu, refaire l'historique des infrastructures existantes à l'ADE et parler de surcapacité qui est d'ailleurs en train d'être mis à la disposition des opérateurs. Mais tantôt, j'ai voulu quand même qu'on dissocie 3 aspects fondamentaux pour l'aménagement du territoire. Si on veut vraiment parler d'aménagement du territoire. Donc, je pense que le premier point où on a parlé, c'est au niveau des infrastructures. Ce qui se passe dans ce pays-là, ce n'est pas un manque d'infrastructures. Le problème, n'est pas technologique, mais c'est beaucoup plus stratégique. Depuis plusieurs années, on parle de plan d'aménagement numérique. Mais on ne réussit pas, on n'arrive pas à mettre en place une bonne stratégie qui nous permette de faire cohabiter l'ensemble des investissements lourds qui est aujourd'hui au niveau du sous-sol et au niveau des points hauts. L'ADE a initié ce projet-là il y a 5 à 6 ans, mais malheureusement, pour des raisons que peut-être je ne vais pas étaler ici, plus politiques que techniques, entre une guerre de positionnement, c'est moi qui dois gérer, c'est pas toi et tout ça, etc. Entre le ministère des Télécommunications à l'époque, nous et la RTP, et ce projet est tombé à l'eau. Moi, je pense qu'il est important que nous puissions mettre en place une vraie stratégie pour gérer et réguler l'aménagement numérique du territoire. Et surtout, parce que le métier est différent.
L'aménagement numérique du territoire dans le cadre du métier est un peu différent que l'aménagement numérique. L'aménagement du territoire n'est pas en parfaite synchronisation avec les aspects numériques. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dissocier les deux. Oui. Mais la première chose que nous devons faire, le métier, c'est le métier, le numérique, c'est le numérique. Ce n'est pas parce qu'on est du métier que nous devons peut-être avoir toutes les potentialités aujourd'hui de gérer l'aspect lié au fait de pouvoir innover au niveau technologique pour que cet aménagement soit réel. Moi, je pense qu'après 10 ans, ce que nous devons peut-être commencer à faire, je vais lancer une petite pique à mon grand frère Manel, je crois qu'il est temps quand même parce que le fonds là, ça existe depuis très longtemps. Donc, il faudrait quand même qu'on arrive à mesurer l'impact du fonds sur les questions liées à l'aménagement numérique du territoire, pour que nous ayons tous une visibilité sur les réalisations et les choses qui se sont passées grâce à ce fonds-là. Et idem aussi pour le très haut débit. Quel est son impact sur le PIB national aujourd'hui? Est-il mesurable ou pas? Est-ce que les objectifs qui ont été fixés sont atteints? Parce que, je me rappelle, on avait fixé 30 mégabits pour chaque citoyen. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que Sonatel qui fait une proposition d'accès FO 50 mégabits, mais quand même, le prix est quand même excessif pour les citoyens. L'autre aspect aussi, c'est lié aux collectivités locales. Ils doivent également suivre le processus, car c'est des acteurs clés, même si le plan d'aménagement et de développement territorial PNADT constitue un bon référentiel stratégique. Moi, je pense qu'il faudrait que le développement de ces infrastructures-là puisse avoir un impact direct sur l'économie locale. Ce fut le cas en France. Je donne un exemple très simple. En France, avant, pour faire des courses, même pour aller au McDonald's, il faut aller à Châtelet ou Champs-Élysées. Mais maintenant, on a vu que dans toutes les collectivités locales, il y a des centres commerciaux. Vous pouvez même pas, vous pouvez faire votre séjour en France sans pour autant aller faire, vous éloignez de votre domicile. Pardon? Vous éloignez de votre domicile. Voilà, sans vous éloigner de votre domicile. Donc, il est important de voir le niveau de prise en charge des orientations du PNADT sur les acteurs publics et les collectivités locales. Merci beaucoup, Wakiaï. Je pense que c'est des questions aussi importantes. Déjà, l'évaluation de l'existant et puis voir un peu l'impact même plus précisément de ce que fait l'FD Sud, de cette stratégie haut et très haut débit. Je rappelle que nous avions convié le ministère directement, je parle du ministre et de ses collaborateurs directs pour prendre part à ce panel. Mais finalement, aux dernières nouvelles, on m'a fait comprendre qu'il y a déjà un atelier national sur l'aménagement numérique du territoire et que le ministère souhaitait garder un peu la primeur de ces annonces un peu pour cette occasion-là, cette opportunité-là. Pape Gorgui, c'est quoi votre regard déjà sur cette mutualisation, ce partage dont on parle? Est-ce qu'on s'y prend avec la meilleure des intelligences possibles? Merci Ousmane. Merci à Manel. Ça a été très très clair, son propos est vraiment pertinent. Je voudrais peut-être commencer par dire bravo à M. Wakiaï. Il est rare que, donc, de façon publique, on reconnaisse qu'il y a des insuffisances et que nous avons du travail à faire. C'est très courageux. Et personnellement, je soutiens absolument cela et je vous encourage. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, donc, en fait, à ça, à reconnaître simplement que nous avons du travail et que nous pouvons le faire en nous y mettant tous, en allant tous dans le bon sens. Je pense que donc la guerre des chapelles, qui est un peu due à ce que, donc, moi, à vrai dire, donc, de là où je suis, j'ai du mal à savoir donc, où est rattaché l'ADE
où est rattachée donc la RTP, ainsi de suite. Alors, donc, j'ai l'impression que chacun fait ses plans. Et donc, ça encourage un peu donc, une sorte de chapellisation, entre guillemets, donc des plans et des stratégies. Et évidemment, bon, donc, sur le long terme, ça ne mène pas très loin. Je voulais revenir donc sur ce que Manel donc, a dit. Oui. Justement, et qui rejoint un peu la question que tu viens de poser, Ousmane, sur la mutualisation et sur l'exploitation des ressources du fonds. Il ne faut surtout pas que l'on demande donc, au Fonds de services universels d'être un bailleur de fonds qui va aller investir sur chaque... Non. Le problème fondamental des télécommunications, c'est que donc qu'on soit ensemble ou qu'on soit des concurrents, qu'on soit des partenaires ou des concurrents, de toute façon, on est amené à travailler ensemble. C'est indispensable. Et la mutualisation donc, des infrastructures c'est le b.a.-ba, c'est la donnée de base. Mais c'est complexe. Le 25 février dernier, j'ai offert une formation d'une journée sur la question, sur comment on peut faire, parce qu'il y a énormément de choses à faire et énormément d'assurance à donner aux acteurs parce qu'ils sont concurrents à la base. Si vous leur demandez maintenant donc, les uns d'utiliser les réseaux des autres, il faut absolument qu'ils sachent exactement ce que ça leur coûte. Ousmane, la dernière fois, en fait, quand on a parlé d'MVNO, tu avais posé une question très précise à la fin en disant, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai un peu répondu en fuyant un peu, parce que je ne voulais pas trop mettre en avant donc, le travail que moi-même je fais. Mais il ne faut surtout pas que les opérateurs comprennent dans ce qui leur demandait dans leur propre cahier de charges, notamment en matière de couverture. Il ne faut pas qu'ils comprennent qu'ils doivent avoir leur propre matériel partout, avoir donc des infrastructures, des antennes partout, 4G, 5G ou que sais-je, pour pouvoir satisfaire par eux-mêmes l'ensemble des besoins. Non. Marielle a parlé tout de suite donc, de tout ce qui est roaming. On a parlé d'MVNO. J'ai dit et répété la fois dernière aussi que donc, en fait, chaque opérateur peut lui-même être un MVNO. Les MNO peuvent être des MVNO vis-à-vis des autres. Et tout cela, en fait, simplifie considérablement la chose. J'ai une vidéo, elle est un peu trop lourde, mais j'aimerais bien pouvoir la donner sur toutes ces questions-là, parce que ce sont des calculs complexes. On n'a pas besoin d'aller très loin chercher donc des cabinets, ainsi de suite, parce que c'est des calculs excessivement complexes et si on n'a pas les outils, donc on ne peut pas les faire. Il se trouve, vraiment désolé Ousmane, parce que je ne suis pas en train de faire, je ne suis pas ici en tant que directeur général, je suis là en tant que cadre, tout simplement. Moi, j'ai mis 10 ans, j'ai pris sur moi la responsabilité de mettre 10 ans à développer ces instruments-là, tout seul. Ça n'existe pas à l'UIT, ça n'existe nulle part. À développer les instruments qui permettent justement de départager les opérateurs entre eux. De savoir si quelqu'un est à Matam, il est un abonné d'Expresso, mais dans la zone où il y a une antenne de Sonatel, qu'il puisse accéder au réseau, communiquer, envoyer son trafic à travers le réseau de Sonatel, mais qu'à la fin, qu'on sache exactement ce que sa communication a coûté à Sonatel et que Expresso, dans le prix de cette communication-là, puisse prendre cette partie-là et la reverser. Donc, l'autorité de régulation a une responsabilité immense, immense,
en la matière. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut savoir, sur chacun des opérateurs, avoir donc des calculs extrêmement précis et non contestables. Et non contestables sur chaque opérateur. Et à partir de ce moment, donc, on peut les rassurer et les laisser utiliser. Donc, autrement dit, pour cette couverture-là, au lieu de demander, donc j'ai ici devant moi un tableau où je vois que Dakar a quelque chose comme une densité de population, donc du nombre d'habitants au kilomètre carré, de 6400 et quelques au kilomètre carré. C'est facile de couvrir la zone de Dakar et de satisfaire tous les besoins. Mais la région de Kédougou, qui est 30 fois plus importante en termes de superficie que Dakar, a 10 habitants au kilomètre carré. Alors, si on demande à tous les opérateurs de venir à Kédougou pour couvrir tout Kédougou, c'est du gâchis. C'est le pays qui gaspille. Ce n'est pas les opérateurs. Parce que s'ils investissent l'argent et que, donc, ils sont obligés, eux, d'augmenter les tarifs. Les populations qu'on va aller chercher là-bas sont les populations les plus démunies parce que donc ils n'ont pas pu fuir pour aller donc à la capitale et ils sont restés donc tels que. Alors, si on tient compte simplement donc de la photographie de l'instant, je ne parle pas de la nécessité absolue de faire en sorte que les populations là où elles sont puissent accéder à l'économie. Je mets ça de côté. Mais si je prends la photographie de l'instant, de les réalités actuelles, ces populations n'ont pas les moyens de payer une couverture totale de chacun de ces opérateurs-là. Mais s'il y a une couverture d'un opérateur, tous les autres doivent pouvoir l'utiliser, mais dans des conditions extrêmement pointilleuses. Alors, encadré, c'est un problème de régulation avant tout. Et donc, le problème de régulation, le b.a.-ba de la régulation, ce n'est pas arbitrer les tarifs, c'est arbitrer les coûts. Et si vous n'êtes pas en mesure d'arbitrer les coûts, vous ne vous en sortirez jamais. Jamais. Et c'est d'autant plus important que le pays est un peu comme le nôtre, c'est-à-dire avec une économie totalement déséquilibrée. Et vraiment, ça me paraît important parce qu'il faut que tous ces plans, toutes ces bonnes initiatives, ce que le ministère va faire la semaine prochaine est certainement extrêmement important, mais il faudra le faire avec l'autorité de régulation, avec probablement l'ADI, avec tous ceux qui ont donc des infrastructures pour qu'on puisse s'en sortir. Mais encore une fois, la base, c'est rassurer, donner l'assurance à chaque opérateur que le fait de mettre son réseau à la disposition de son concurrent n'est pas une façon de subventionner son concurrent. Parce que s'il a ça, donc s'il le craint, donc il ne le fera jamais, ou bien il le fera avec une qualité de service détestable. Je dois dire, d'ailleurs, comme tu le sais, Ousmane, j'étais à Dakar, donc il y a quelques 2 semaines, n'est-ce pas? Et bon, donc il n'y a pas besoin d'aller même dans les zones rurales pour constater à quel point il y a du travail à faire dans le pays sur la qualité du service. Et là encore, c'est la régulation. L'autorité de régulation doit disposer des instruments. Peut-être qu'il dispose des instruments, mais ce que je vois simplement en constatant en tant que consommateur, c'est que la qualité du service, qui est l'élément essentiel du dimensionnement du réseau, donc, l'élément essentiel du dimensionnement du réseau, ça veut dire l'élément essentiel du dimensionnement des CAPEX de l'ensemble des opérateurs. Donc, d'un élément essentiel de la concurrence et de la compétitivité de chacun des opérateurs par rapport à l'autre. Si cette qualité de service-là n'est pas régulée correctement, contrôlée, il y a la concurrence, ça ne veut pas dire grand-chose. Chacun peut faire n'importe quoi et il rabaisse, disons, de façon artificielle ses coûts, mais en sacrifiant donc la qualité de service. Et à partir de ce moment, les autres ne peuvent que suivre la dégradation des qualités de service et ne pas investir eux non plus là où il faut. Donc, c'est un ensemble. C'est un ensemble complexe. Ce sont les politiques de télécommunication de façon globale que nous devons interroger donc, dans nos pays qui sont des pays qui n'ont pas beaucoup de ressources. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Donc, on voit très bien que l'optimisation, le partage et la mutualisation s'imposent plus que jamais. J'ai fait le partage un peu
dans le forum un peu de ce panel du modèle de coût de l'UIT proposé par Pape Gorgui Touré, que document que vous pouvez retrouver voilà, sur Internet. Je vous ai donné le lien, façon de prolonger la réflexion, parce que bien entendu, comme il a dit, on n'arrive jamais à épuiser toute la réflexion dans un panel qui tient sur moins de 2 heures de temps. On va bientôt d'ailleurs se quitter. Pape Gorgui, oui? Oui, Ousmane, je ne veux pas faire de tort à qui que ce soit. Donc, Cositou, je l'ai développé moi-même pour l'UIT. OK. Donc, il y a longtemps. C'était en 2001. Pour soutenir donc l'ouvrage dont j'ai parlé, que j'ai rédigé donc en tant que chef de département des politiques de stratégie à l'époque là-bas. Mais je leur ai demandé, je suis allé leur dire, s'il vous plaît, arrêtez. N'affichez plus cela, ne vendez plus Cositou, parce que donc par rapport à l'an 2000, vous savez, donc en 2000 on était encore à la 2G et on était très fiers. Aujourd'hui donc on ne parle plus de ça, les applications n'existaient pratiquement pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui donc en fait c'est autre chose, mais ce sur quoi j'ai travaillé depuis que j'ai quitté l'UIT justement, j'ai encore les softs de Cositou dans mes machines. J'aurais pu en faire un produit légèrement aménagé et changer le nom, etc. Mais ce n'est plus du tout ce qu'il faut faire. À l'actualité? Non, c'est terminé. Ça ne s'adapte, ça ne correspond plus. Ce qui rend la difficulté, en fait, la modélisation difficile dans le domaine des télécommunications, c'est qu'il faut en permanence regarder ce qui se fait en termes d'application, en termes de protocole. Comment ces protocoles génèrent du trafic, comment ce trafic impacte donc les CAPEX, etc. Et bon, évidemment, ce qui se faisait il y a 20 ans, jour pour jour, n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai consacré mon temps donc, dans le cadre justement donc, de Tacticom, comme vous l'avez dit, pour développer autre chose qui n'est pas un modèle de l'UIT, mais qui évidemment s'appuie sur les principes de base que moi-même j'ai popularisé un peu dans le monde. Merci. Donc c'est ça. Merci Pape Gorgui. Donc on attend un peu la réactualisation de tout cela et disons les nouvelles formules. Je ne sais plus si ça se partage comme avant du temps de l'UIT. Il y a disons une contribution en quelque sorte de Seyni Fati que je trouve importante. Il y a un problème de synergie et de communication entre les différentes entités. Manel, on te donne la parole tout à l'heure. Il poursuit la couverture même de Dakar est compliquée car ceux qui s'occupent de l'aménagement du territoire n'informent pas les opérateurs ou même les régulateurs. Les immeubles, les édifices se lèvent sans crier gare et cela a un impact sur la qualité de service et la couverture. Et je crois en être victime d'ailleurs moi aux Parcelles Assainies parce que depuis quelque temps, je n'ai plus les barres pleines et entières pour le réseau dans mon téléphone. J'ai plus plutôt une barre ou deux à la limite et du coup, on a du mal à m'entendre. Et pourtant, j'appelle parfois ou généralement, comme tout le monde, sur voilà, le réseau. Je pense qu'effectivement, sa réflexion mérite qu'on s'y penche un peu plus en profondeur. Comment mener les politiques d'aménagement du territoire en parfaite intelligence avec les opérateurs, avec le régulateur, parce qu'effectivement, disons que les travaux s'impactent mutuellement et ça, je pense que c'est important qu'on en parle. Alors, Pape Gorgui lève la main, mais j'aimerais la donner d'abord à Manel qui n'a pas pris la parole depuis tout à l'heure. Manel, Amadou Manel. Après, c'est à Pape Gorgui. On n'oublie pas Wak Ndiaye non plus et le public qui peut réagir. Oui, merci Ousmane. D'abord, féliciter Pape Gorgui pour sa brillante contribution. Et j'en suis d'autant plus ravi que sur bon nombre de points, en tout cas au FD Sud, nous nous rejoignons avec sa perception globale. Et j'en suis très fier. D'ailleurs, juste pour rappeler qu'à côté du comité technique dont j'avais parlé pour la couverture du territoire en ce qui concerne le service universel, nous avons mis une commission économique qui a toute son importance, dans laquelle il est important que les opérateurs, entre eux et les différents partenaires qu'il y a sur le secteur, puissent discuter et, avec l'aide de la commission juridique, nouer des partenariats sous l'égide, effectivement, du régulateur. Que ce soit sur les tarifs de roaming national, que ce soit sur le partage d'infrastructures, que ce soit sur la mutualisation, mais également sur d'autres questions, comme le backhauling satellitaire,
dans certaines zones, effectivement, où aujourd'hui on est conscient que le déploiement des infrastructures à travers la fibre ou d'autres, avec un réseau FH, va poser problème. Et qu'il y ait un backhauling, effectivement, via le satellite jusqu'au NOC des opérateurs pour essayer d'optimiser. Mais il y a une chose qui nous est parue évidente, comme l'a dit Pape Gorgui Tougué, il est inutile de penser la couverture intégrale du territoire en poussant les opérateurs, chacun, dans le respect de ses cahiers de charges, à aller dupliquer ou multiplier à l'infini des infrastructures pour lesquelles il n'y a pas de demande en réalité. Et l'essentiel, encore une fois, elle est avant tout une question économique. Vous ne pouvez pas demander à un opérateur qui cherche tout le temps à agrandir son parc de subs de faire l'économie de 10 000 abonnés dans une région. S'il en a l'opportunité, il ne va pas attendre une subvention du fonds pour y aller. Il va aller directement chercher ses nouveaux abonnés, ses nouveaux subs. Donc, la question économique est oui, la question donc du déploiement de ces infrastructures nécessite des réflexions profondes, mais entre l'ensemble des intervenants. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que il faut qu'autour de la table, tous les concernés puissent comprendre quel est l'intérêt à coopérer, à unir les efforts pour y aller. Tout comme nous n'avons pas voulu, dans ce processus-là, faire entrer de nouveaux acteurs, de nouveaux opérateurs, mais nous avons voulu que la part de marché qu'on estime déjà étroite entre les opérateurs puisse rester et favoriser les conditions d'accès à ces nouveaux subs, à ces nouveaux abonnés en quelque sorte. Donc ça, c'était pour intervenir. Mais pour rejoindre maintenant la question qu'adresse CENI, ou le constat voilà, que CENI, le constat que CENI fait, il est juste. Mais dans le secteur, il faut dire que c'est un problème récurrent. On a une asymétrie d'information entre, que ce soit sur les coûts, que ce soit sur les tarifs, que ce soit sur le déploiement, que ce soit sur les dessertes, etc. Aujourd'hui, il est effectivement difficile d'avoir accès à toutes ces informations pour une raison essentiellement, je vais dire, stratégique. Les opérateurs considèrent la question des infrastructures comme étant un élément de la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une concurrence par les infrastructures. J'assiste dans des discussions avec des opérateurs qui ne comprennent pas pourquoi on veut les pousser à partager leur infrastructure alors qu'ils ont fait l'effort de l'investissement et que d'autres ne font pas cet effort-là. Donc, il y a encore des résistances très fortes à certains niveaux. Et pour moi, ça se traduit tout simplement parce qu'à un moment donné, la question des infrastructures dans le déploiement, dans les CAPEX des opérateurs, deviennent un élément de concurrence. Et il faut abolir un peu cette perception-là, mais aller plutôt dans le sens de l'optimisation et des gains en réalité sur le CAPEX. Voilà. Mais globalement, effectivement, on a de gros problèmes d'asymétrie d'information entre les informations que détiennent les opérateurs, d'un autre côté le régulateur ou le ministère ou le FDSUD dans le cadre de la mise en place de nouvelles dessertes. Effectivement, on a des résistances aujourd'hui qui sont en partie dues à ces éléments-là. Amadou, pardon, il y a une question de Mamadou Fati. Pour l'ADE et le FDSUD, quelle est la part de votre budget réservée à la recherche? Je pense aux chercheurs, lui étant universitaire sûrement. Moi, je peux répondre rapidement à la question, puisque j'ai encore le micro si tu m'y autorises. Oui, bien sûr. Pour nous, la recherche, elle est fondamentale. C'est un pléonasme quelque part de le dire, mais on va le dire. La recherche, elle est fondamentale. Plusieurs choses. D'abord, nous avons contribué pour 2,4 milliards dans le domaine de l'éducation d'une manière générale, dans la mise en place des premiers Zeno, donc avec les UVS, les universités virtuelles. Ça nous était paru important au niveau du fonds, en tout cas lorsque la décision a été prise d'accompagner l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais au-delà, nous avons estimé nécessaire de permettre à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche de disposer d'une capacité assez importante. C'est pourquoi nous nous sommes engagés sur l'achat de capacités sur des longues périodes, sur 15 ans, de manière à offrir 5 gigas à l'éducation nationale, 5 gigas à l'enseignement supérieur et 5 gigas à la recherche. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour accéder à ce contenu qui est un contenu éducatif et un contenu de qualité dans le domaine de la recherche ou de l'éducation ou de l'enseignement, tout simplement, il nous a été
il nous a paru important, effectivement, que cette ressource, donc cette capacité puisse être mise à disposition de ces infrastructures. Bien entendu, d'autres aspects sont développés. Hein. Aujourd'hui, on a carrément une initiative au niveau du fonds qui s'appuie sur des Living Labs, qui sont des laboratoires de recherche vivants, qu'on a adossés dans son déploiement à des zones abritant des universités. Dans le cadre de ce pilote, comme on a eu à le dire la semaine dernière, hein, on est sur Bambey, Ziguinchor, Kaolack et Saint-Louis. Donc, où effectivement, nous attendons beaucoup de la recherche, mais la recherche pour des solutions innovantes pour l'usage qui peut être fait justement sur ces infrastructures qui vont être déployées. Merci beaucoup, Amadou. Hein. Je renvoie vers le dernier panel, effectivement, la semaine dernière. On était le 22 septembre, c'était justement sur ces Living Labs par l'EFD Sud, hein, donc, qui s'ouvre à l'ensemble des acteurs. Parce que le public peut voir ou revoir un peu ce panel en guise de complément. Il y a Amsatou Mbeng qui lève la main, on va lui donner la parole tout à l'heure, comme à l'ensemble du public, évidemment, s'il désire prendre la parole. Mais j'aimerais faire quand même un dernier tour. Hein. Comme on parle d'équité, j'aimerais respecter un peu cette équité aussi côté prise de parole, là, même si on n'est pas dans un débat, disons, qui porte sur la présidentielle. Alors, Wak Ndiaye, je te provoque un peu. Est-ce que l'arrivée de nouveaux opérateurs infrastructures, télécom, ne vient pas rappeler peut-être que l'ADIE ne s'est pas pleinement acquitté de ses missions? Wak Ndiaye, je sais que je dis n'importe quoi, mais en même temps, ça me permet au moins de provoquer la réflexion. Non, mais je pense que vous avez parfaitement raison de poser cette question. Hein. Donc, moi, en tout cas, j'ai un peu fait l'état des lieux. Hein. Donc, on a montré qu'il y a de cette capacité. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que, d'ailleurs, en parlant d'équité, je vais revenir sur cette question que mes précédents ont suggéré tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas, dans le cadre de l'aménagement du numérique du territoire, penser profit. Les opérateurs ont des cahiers de charges et ils doivent respecter ces cahiers de charges. S'ils ne font pas assez de profit à Fongolimbi, ils font le triple à, je ne sais pas, Saraya ou autre. Donc, je pense que nous devons fournir ce service à l'ensemble des citoyens sénégalais. J'ai eu la même perception. Pardon? J'ai dit que j'ai eu la même perception. Oui, parce qu'il y a un plan au débit national qui a été fait par le Sénégal, qui dit que chaque citoyen doit bénéficier au moins de 30 mégabits. C'est un droit. C'est un droit. Ce n'est plus un luxe. Et moi, le vendeur de sandales qui se trouve à Fongolimbi doit avoir aujourd'hui toutes les innovations technologiques nécessaires pour pouvoir faire son business sur Internet. Ce n'est pas parce que je suis un seul citoyen, l'opérateur ne voit pas l'utilité de déployer ses infrastructures chez moi, que moi, je dois être victime de cela. Donc, je crois que c'est une question. On parle d'aménagement numérique du territoire national pour l'ensemble des citoyens sénégalais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion avec le numérique d'essayer de créer des pôles de compétitivité, d'attractivité dans ces zones-là. Et aujourd'hui, vous voyez là où va le monde. Aujourd'hui, on parle de l'industrie des IT. On sort de la 3e révolution industrielle pour entrer dans la 4e révolution industrielle qui est l'industrie 4.0, avec la prolifération et l'utilisation des IT dans le monde. Donc, il est indéniable, il est nécessaire que le numérique soit déployé partout au Sénégal. Ça, c'est très important. Maintenant, concernant l'opérateur qui va arriver, on a posé la question tout à l'heure concernant la mutualisation des infrastructures. Moi, je le dis tantôt, et je pense qu'il y a quelqu'un qui est revenu là-dessus. Là où on peine, c'est la convergence des réseaux. Il faut qu'on arrive à converger ces réseaux. Il y a des projets qui sont restés morlins, comme la portabilité. On en a parlé pendant longtemps. On doit se poser la question à savoir pourquoi ces initiatives-là que nous prenons ne font pas long feu. Mais elle n'est pas morte, la portabilité.
Bon, tout le monde sait les difficultés qu'on a derrière, quand on veut changer de numéro et tout ça, complètement difficile, que vous êtes obligé de rester chez votre opérateur. Parce qu'on a vu que, sincèrement, il y a du goulot d'étranglement qui sont là. Et ça ne favorise pas le développement du numérique. Maintenant, moi, en tout cas, je souhaite la bienvenue à l'opérateur qui va venir. Mais je crois qu'entre-temps, nous devons, en tout cas, essayer de mettre en cas, pour moi, parce que, en fait, le problème est transversal. Tantôt, l'ARTP pense que c'est à elle de gérer la question. Tantôt, c'est le ministère de l'économie numérique. L'ADE a son propre projet. L'ANAC a son propre projet. Je crois qu'il est temps de mettre en place un comité interministériel pour gérer cette question. Parce que quand même, aujourd'hui, il y a une question qui est soulevée aujourd'hui sur la régulation des réseaux sociaux, etc. Donc, tout ne peut pas se ramener aujourd'hui juste au niveau des télécommunications. Moi, je crois qu'il est important de mettre en place ce comité interministériel qui va gérer le projet de mutualisation des BEO et des infrastructures souterraines. Et en espérant que l'opérateur qui va arriver va beaucoup s'orienter vers les technologies innovantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup attendu sur la 5G, par exemple. Au lieu de venir se bousculer et qu'on a les infrastructures, de toute façon, en tout cas dans toutes les capitales régionales et départementales du Sénégal, moi je vous rassure, juste avec l'ADE, on a ce qu'il faut. Donc, il faut juste penser que l'ADE n'est pas là uniquement pour faire du profit. L'ADE est là pour l'administration, l'ADE est là pour le service public. C'est du service public. Et ce que nous demandons pour que ces opérateurs-là utilisent ce réseau, bon, c'est juste, c'est pas des prix exorbitants. Donc, chacun a sa place sur ce réseau. Maintenant, en espérant qu'on va beaucoup investir sur les technologies innovantes comme la 5G, comme l'industrie 4.0, et que cet opérateur va beaucoup plus avoir une orientation vers cette technologie. Merci beaucoup, Wakndiaye, parce qu'en même temps, arrive un nouvel opérateur infrastructure. En même temps, on a ce surplus d'infrastructures pour l'ADE. C'est vrai que la question reste toujours d'actualité. Comment on peut utiliser cela? Avec quel encadrement juridique? Je pense que ce sont des questions importantes. Mais on a quand même noté votre idée de mettre en place un comité interministériel où vont interagir un peu cet ensemble d'acteurs qui, chacun de son côté, dispose quand même d'une capacité assez importante pour agir sur le réel. Parce qu'on ne peut pas se permettre au Sénégal d'avoir tous ces acteurs avec un surplus d'infrastructures et derrière continuer à avoir toutes ces zones blanches des populations déconnectées du territoire. Alors, avant de donner la parole à Amsatou qui la demande dans le public, j'aimerais quand même la redonner à Pape Gorgui pour quelques secondes avec la compréhension, bien évidemment, de Pape Gorgui. C'est pour rebondir un peu sur un propos tout à l'heure de Wakndiaye, coordonnateur technique de l'ADE. Effectivement, un opérateur peut investir à perte dans une zone donnée. Je donnerai égoïstement l'exemple de mon petit Gagnola à Saint-Louis du Sénégal. Ton village, hein? Oui, mon village natal. Mais par exemple, Orange, Free ou Expresso peut se dire, j'investis ici, je perds peut-être de ce point de vue, mais en même temps, je peux le compenser côté mobile money. On sait ce que le mobile money représente pour les télécoms en un temps où les OTT sont devenus les maîtres de la voie. Et peut-être qu'en plus de ce mobile money-là, Orange peut se rattraper sur la voie à Dakar ou ailleurs. Est-ce que vouloir raisonner de façon très classique, est-ce que ce n'est pas très égoïste de la part des opérateurs? En quelques secondes, Pape Gorgui, avec ta compréhension. Merci Ousmane. Non, mais en réalité, donc, ce principe-là, et c'est exactement comment fonctionnent les opérateurs. Parce que vous pensez bien que quand on vous vend donc, un mégaoctet de voix que vous appeliez donc, de Fongolimbi ou que vous appeliez de Pikine, il y a quelque part, dans la définition même du service, donc on ne tient pas compte de la localisation géographique. Le réseau en tient compte.
donc dans ses calculs, dans sa définition, mais après, donc c'est le service lui-même tel qu'il est défini qui a un coût. Ce n'est pas la localité qui a un coût. Parce que sinon, si vous faites un appel local de Dakar à Bombay pour saluer mes parents là-bas, ça ne serait pas le même prix que si pour appeler Kédougou. Un appel honnête. Donc, ça, c'est ce qui... Par contre, Ousmane, tu as soulevé un problème extrêmement important. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que Orange aille compenser avec Orange Money. Parce que c'est une distorsion de concurrence. Distorsion de concurrence, parce que tous les opérateurs n'ont pas Orange Money ou n'ont pas un service équivalent. Ou tout au moins, là, le périmètre du marché... Mais ils l'ont justement, non? Bah, je ne sais pas, bon, comme je ne suis pas là-bas, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils ont. On a e-money, j'imagine. Sur la base de ces trois opérateurs, non? Voilà, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de définir le périmètre. Ah, d'accord. Le périmètre donc d'un marché. Bon, à partir de tout cela se fait chez le... Non, mais je regrette d'avoir répondu un peu de façon incomplète à ta dernière question de l'autre jour. Parce qu'il faudra que je te fasse ça en privé. Ça revient, parce que, donc, en réalité, en matière donc, de modélisation et de calcul, donc de coût de ces communications-là et des applications, des services et des applications de ces des services de ces applications, bah, on essaye de faire en sorte que le consommateur, pour le service qu'il a demandé, ne paye pas un seul centime d'une ressource qu'il ne consommera pas. C'est comme ça. Et à partir de... Bon, quand je dis ressources, de façon conceptuelle, par exemple, s'il ne consomme pas un appel à l'intérieur du Sénégal, ne va jamais payer donc, une partie de la fibre optique SAT3 qui va sur l'international. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Mais s'il y a Orange Money, donc en fait, Orange Money ne rentre pas en ligne de compte donc dans sa communication. Donc, il n'y a pas de raison qu'il paye, par exemple, pour la commercialisation de Orange Money. Tout à fait. D'autant plus que c'est des entités différentes. C'est des entités différentes. Mais tout est question donc, de maîtrise au niveau chez le régulateur, donc de l'ensemble des éléments. Et il faut pouvoir le faire chez chaque opérateur. C'est la seule façon de rassurer les opérateurs, notamment en matière de partage d'infrastructures et de mutualisation. Mais juste comme j'ai la parole, je voulais donc me mettre d'accord avec WAP sur le fait qu'il est évident que le vendeur de sandales qui est à Fongolébi doit lui aussi pouvoir accéder au réseau. Maintenant, moi, mon problème, WAP, c'est que si le vendeur de sandales qui est à Fongolimbi ne sait pas lire et ne sait pas écrire, bon, il a beau avoir donc, cette capacité pour aller naviguer sur le net, ça risque de ne pas lui servir. Et il faut faire en sorte qu'il sache lire et écrire. Mon problème fondamental... Et on en revient à l'éducation. Et on en revient à l'éducation. Nous sommes l'un des rares pays. Moi, juste, Ousmane, tu m'avais demandé juste une minute avec ma compréhension. Je suis très compréhensif. Juste un dernier mot. Inch'Allah, allons-y. Je suis en train de finaliser une plateforme pour parler, envoyer un peu mes trucs. Non, allez-y. Et cette plateforme-là, donc, elle est disponible en 132 langues. Wow. C'est-à-dire que si je veux l'avoir en chinois, je tape, et puis avec le Google Translate, etc., bon, il est là. Si je le veux en anglais, il est là. En arabe, il est là. En Haoussa, il est là. Mais en Wolof, je ne peux pas. En tout couleur, je ne peux pas. Je peux l'avoir en amalric. Je peux l'avoir en langue thaïlandaise, etc. Mais je ne peux pas. Donc, il faut que les usages, et là, donc le fonds de développement de services universels, dans le cadre donc du deuxième accès, la définition des obligations de service universel, peut impulser quelque chose au niveau national pour que donc qu'on identifie les langues régionales sur lesquelles donc on doit éduquer les populations parce que ces langues régionales-là sont parlées là-bas au marché et chez eux par leur mère ou par leur père, et que si les enfants donc, ont des difficultés, quelqu'un pourra les aider, ce qui n'est pas le cas du français, ce qui fait que donc, on a toujours 60 ans après les indépendances, nous avons toujours 57% d'illettrés.
Et c'est cet illettrisme-là qui est à la base donc, du dépeuplement de l'ensemble de nos régions et donc de l'exode rural, on parlait d'aménagement du territoire, et aussi donc, du fait que ceux qui restent ne sont pas en mesure d'utiliser les applications qui sont offertes aujourd'hui par le réseau. Il faut faire en sorte qu'ils puissent y accéder. C'est un problème d'accès. Et maintenant, là, ce n'est pas une question de couverture seulement, parce que la couverture, on peut la régler, mais il faut régler le deuxième élément d'accès, qui est donc justement la capacité à utiliser les applications. Le troisième élément d'accès étant l'élément coût, qu'on peut résoudre donc, en mutualisant l'infrastructure. Mutualiser l'infrastructure ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner un giga donc, à qui on veut, mais c'est simplement de façon optimum. Oui, optimiser. Merci, merci infiniment, Pape Gorgui. Merci infiniment, Pape Gorgui. Amsatou va comprendre que je puisse d'abord donner la parole à Mohamedou Lamine Thiam, bien connu de Pape Gorgui. On connaît un peu la belle histoire entre les deux en termes de formation. Mohamedou Lamine n'avait pas pris la parole depuis 1 an. Je pense qu'il l'avait prise un peu au départ des après-midi de la tech. Mohamedou, bienvenue. Un mot, après on donne la parole à Amsatou. Mohamedou, oui, qui réactive son micro. Oui, allô, bonjour Ousmane. Bonjour, bienvenue Mohamedou. Bonjour Pape Gorgui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de partager avec vous le plateau. Je viens juste de me connecter à l'instant. Effectivement, j'avais posé une question tout à l'heure à l'écrit, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'aménagement du numérique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'aménagement du territoire, tout ça a été pris en compte? Je parle en termes de logement, dans les futurs logements. Aujourd'hui, les autorités, est-ce que tout ça a été pris en compte pour un bon aménagement du territoire en matière numérique? Parce qu'on sait que jusqu'ici, on a plus du cuivre, mais aujourd'hui, il y a la fibre qui est en train de se déployer. Le dégroupage de la fibre. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a pris le devant? Si je parle de l'État, c'est les autorités compétentes. Oui. L'habitat, aujourd'hui, comme ce qui se fait un peu en Europe au niveau des opérateurs d'immeubles, dans les immeubles, comment ça se passe? Et ça, je pense que j'ai vu le message tout à l'heure de Séni Fati au niveau des opérateurs d'immeubles, comment ça va se passer, côté aménagement numérique. Est-ce que cela a été pris en compte par l'État du Sénégal? Voilà, Ousmane, c'est juste une question. C'est vrai, ça fait 1 an que je n'ai pas participé. Juste mes obligations professionnelles et je remercie l'ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamedou Lamine Thiam, qui est de Orange France et voilà, qui fait partie de ces compatriotes qui font la fierté du pays à l'étranger, notamment en termes de télécom. Et comme on parle d'Orange France, je salue aussi Daouda Diop au passage. Daouda qui nous avait entendu dernièrement, il y a près d'1 an aujourd'hui, de la fraude dans les télécoms. Je pense que Pape Gorgui, ça va demander un autre panel un jour, sauf qu'on ne pourra pas tout épuiser avant la fin du monde. On ne sait jamais qui arrivera quand. Alors, Amsatou? Amsatou. Alors, Amsatou qui demandait la parole. Amsatou? Oui, vous m'entendez? Oui, allons-y. Pour quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, je vais être très bref. Mais merci, Amsatou. Vous savez, je salue tout le monde de passage, que ce soit particulièrement Watt, que j'ai connu en Chine, mais malheureusement, on s'est perdu depuis jusqu'à présent. Merci à tous les membres. Amsatou, parlez plus fort, s'il vous plaît. Plus fort, ok. Donc, moi, je vais juste parler un peu de quelques problèmes que j'ai. On n'entend pas très bien, Amsatou. Vous m'entendez? Voilà, là, c'est très bien. Là, c'est mieux? C'est très bien. Oui, j'ai dit, moi, je vais parler un peu de quelques problèmes que j'ai eu à rencontrer avec nos réseaux de télécom. Par exemple, personnellement, je suis à Kermassar, mais parfois, j'ai tous les problèmes du monde pour me connecter à un réseau particulier ici. Et l'ADSL aussi, quand je l'utilise, parfois, on me dit que le débit upload, qui est par contrainte 1 mégabit, je n'arrive même pas à avoir les 100 kilobits. Donc, quand on parle, par exemple, de l'accès au service universel, parfois on se concentre plus sur le mobile et qu'on abandonne un peu la partie câble. Et je pense que ça doit donner l'occasion de développer certains services.
Oui. Maintenant, nous, quand on parle de QoS partout, les autres sont en train de parler de QoE, de Quality of Experience, pour dire que les gens ont dépassé le fait qu'on soit couvert ou pas. Maintenant, on dit quelle expérience vous avez de l'utilisation de ces réseaux ou bien de ces services. Maintenant, tout le temps, on a parlé des MVNO. Quel est le rôle des MVNO? Je pense que les MVNO devaient aussi venir agir dans cet espace, essayer de couvrir certaines parties. Par exemple, il existe parfois des zones floues. Par exemple, vous allez par exemple aux Almadies où la densité de la population est réduite. Il y a des zones où il n'y a pas de couverture. Les MVNO pouvaient s'occuper de cette partie-là, essayer de faire la couverture sur ces zones, au niveau aussi des parkings, au niveau des souterrains, au niveau des bâtiments. Tout ça là, ça pouvait être un service pour les MVNO. Maintenant, quand on parle oui. Maintenant, quand on parle de couverture, parfois ici, il ne s'agit même pas de faire du full même. Vous n'avez juste qu'à besoin de capter le signal des différents opérateurs sans distinction et vous redistribuez ça sur les parties. Voilà. Et ça, c'est juste sous forme de répéteur et c'est légal partout dans le monde. Hein. Mais je ne sais pas au niveau de la législation ici au Sénégal que c'est ça. Voilà. Maintenant, au niveau de surcapacité, moi, je me dis qu'il n'y a pas de surcapacité. On dit on est en surcapacité, c'est parce que les services qu'on propose ne sont pas, je me dis, au top. Maintenant, si on arrivait à proposer des services qui demanderaient de très haut débit, là, nos surcapacités là, allaient être dépassées en un temps record. Allez manquer. Oui. Voilà. Maintenant, on parle aussi de roaming interopérateur. Ça existe. Roaming national, oui. Roaming national. Quand un opérateur quitte ici, part aux États-Unis, en Chine, là, le roaming est accepté parce qu'il y a l'argent qui est échangé. Maintenant, quand il s'agit de votre concurrent, le roaming national aussi devait être possible. Mais ça, c'est la régulation qui doit l'imposer. OK. Voilà. Maintenant, c'est juste pour rappeler qu'on n'est pas obligé de passer là où les autres sont passés, que ce soit les Occidentaux, pour arriver à ce stade. Que nous aussi, on doit faire la même chose pour certains points. Par exemple, quand je parle de la TNT, on a investi pas mal de milliards sur la TNT, alors que les ressources de la fibre optique sont ici disponibles. Et ce n'est pas possible d'abandonner la TNT et passer directement à l'IPTV. Donc, faire la télévision sur notre capacité de réseau fibre optique qui est déjà disponible. Moi, je me dis qu'en résumé, on doit plutôt faire une coordination des politiques de développement. Parce qu'aujourd'hui, dans l'avenir, si on déploie par exemple des réseaux, parce que quand le réseau, la population se densifie, il faut aussi que les antennes aussi se densifient. Mais par exemple, vous ne pouvez pas avoir une antenne ici à Dakar et essayer une zone à Kermassar et essayer de couvrir toute la population ici. Le malheur, c'est que le débit de downlink peut être OK, on est satisfait, mais quand le débit de uplink, c'est-à-dire la vitesse que vous allez transmettre vos requêtes, est très réduit, ce que vous allez avoir, c'est juste un débit aussi très réduit. Très réduit. Donc, essayons d'investir dans la recherche, le développement et la coordination de nos politiques numériques et comme ça, on pourra satisfaire à l'ensemble des populations. Maintenant qu'un utilisateur se trouve à Fongolé, essayons de lui donner cette capacité d'abord et les services qui vont venir pourront servir à les éduquer, pourront servir à les donner accès à un service libre, accès à Internet ou bien à des services du gouvernement ou bien d'une entreprise privée. Encore merci. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais merci pour la parole. Merci. En fait, vous avez même été plutôt court. C'est juste que vous êtes intervenu un peu à la fin du temps. Merci beaucoup, Amsatou, qui est un des fidèles parmi les très fidèles de ces après-midi de la tech. Merci à tout le monde. Je pense que ce panel demande un peu à être prolongé plus tard, peut-être à travers d'autres sous-thématiques. J'ai au moins retenu qu'il nous faut une coordination entre tous les acteurs et il nous faut un PSE, Pape Gorgui, mais un plan Sénégal éducation. Comme dit un certain ami directeur, il nous faut donc un plan Sénégal éducation parce que, bien évidemment, sans l'éducation, on ne pourra pas profiter de toutes ces sources et ressources offertes par les télécoms, par le numérique globalement. Merci à tout le monde. Merci à Pape Gorgui, qu'on ne présente plus, Wak Ndiaye, coordinateur de l'ADE. Ça ne veut pas dire que Wak Ndiaye n'est pas très, très célèbre. Je t'accueille un peu au passage. Merci à Amadou Manel Fall, qui participe régulièrement aussi au panel. Merci au directeur général de l'ANAT, Mamadou Digo,
que l'on va recevoir sûrement plus tard dans un panel où il sera seul avec les autres acteurs à côté. Sûrement, à l'occasion, on va convier l'ensemble des acteurs sur ce panel. Merci aussi à Khadijatou Touredia qui devrait représenter l'ARTP, mais qui a été empêché aux dernières nouvelles. On espère l'avoir prochainement. Merci à l'ensemble du public, vraiment pour les contributions, que ce soit public ou privé. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à poser les bonnes problématiques sur la table pour avancer. Coordination et PSE pour le Sénégal ne serait pas de trop, même quand on parle d'aménagement numérique du territoire. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, le premier mercredi du mois d'octobre, Inch'Allah, avec un autre panel sur la table. Je vous rappelle l'atelier national tel que rappelé par le ministre hier, l'atelier national donc sur l'aménagement numérique du territoire qui va arriver bientôt. Je vous tiendrai bien évidemment au courant un peu de ces travaux et de sa tenue. Je rappelle que ce panel va faire l'objet, comme toujours, d'un replay plus tard dans la soirée sur nos plateformes digitales. Parce que bien évidemment, nous essayons de faire le suivi de ce qui est dit dans les panels. Arrive d'ailleurs bientôt un blog qui va mettre un peu plus, disons, de coordination et plus de synergie également autour des panels que nous faisons, parce qu'il y a bien sûr chaque fois une très, très belle matière comme aujourd'hui à exploiter. Enfin, je vous partage le lien de mon compte LinkedIn, façon de poursuivre le débat, bien entendu, et d'être au courant un peu des panels à venir, sachant que les panels déjà passés sont sur notre chaîne YouTube que vous pouvez regarder plus tard. Merci à tout le monde. Bon après-midi ou bonne matinée, hein, comme le monde est petit, Pape Gorgui. Et puis rendez-vous voilà, mercredi prochain, Inch'Allah, 6 octobre 2021. Merci Ousmane. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.